D'ailleurs, c'est une partie de notre identité. Le rock, le chabi surtout, bien évidemment. Vous savez, moi j'ai retenu du premier envoi de Abdelkrim l'identité. Bon, je sais que c'est un mot qui pose problème, mais dans le fond, c'est un débat permanent chez tout le monde, chez tous les peuples du monde. Les Américains se demandent, les États-Uniens se demandent s'ils sont hispanophones maintenant, c'est un problème récurrent chez eux. Les Français se demandent s'ils sont musulmans, et nous on se demande si on existe. Alors, je voudrais vous reciter, je vais peut-être parsemer ma petite introduction d'anecdotes. Mais vous savez, moi j'habite juste un peu plus haut que l'Aérohabitat, pour ceux qui connaissent Alger. Alors l'Aérohabitat, il y avait l'ancien gouverneur d'Alger qui était jaloux de mon titre de gouverneur à la Banque centrale, enfin je plaisante. Hein. Il s'est fait nommer gouverneur, mais il a fait 2 ou 3 choses qui étaient sympathiques, notamment des décors d'Alger, à base d'une tradition algéroise qui est la faïence, mais avec beaucoup de modernité. D'ailleurs, on a quelques escaliers algériens à Alger qui sont de toute beauté, parce qu'il a su, en tous les cas, faire travailler des artistes et projeter une idée moderniste de la ville. Alors depuis, on n'a eu que des destructions de cette projection de modernité. Je voudrais vous citer la dernière, c'est que sous l'Aérohabitat, il y avait des très belles faïences modernes qu'on a cassées, qu'on a remplacées par une vision, comment dire, orientaliste du pauvre de la Casbah. Alors ce qui est frappant, c'est que cette vision, elle n'a pas tenu, et aujourd'hui on la remplace par une autre projection de faïence, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est la faïence de chiottes. C'est pas une création artistique, et c'est une idée projetée de la Casbah. Alors ce qui est impressionnant dans la construction du mythe national, c'est que nous avons une vraie Casbah qu'on détruit, et nous essayons de reproduire une fausse image, une fausse Casbah, sur de la faïence de salle de bain. C'est quand même extraordinaire, et ça explique pour moi l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui dans la construction de soi, dans la conscience de soi. Alors l'identité, pour moi, la définition d'identité, c'est quand même la victoire, c'est la projection de soi, c'est-à-dire la façon dont on se projette dans le monde et dans l'avenir. Alors ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est que, et qui m'a donné des clés, ce sont deux moments qui n'ont rien à voir sur le plan historique. D'abord, octobre 88 et la réaction du pouvoir d'un côté et du fils de l'autre, et puis une démarche entreprise par l'Assemblée nationale française sur l'Algérie. C'est un travail qui date d'il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Or, ce travail est accompagné d'une vision simplifiée de l'histoire de l'Algérie. Alors ce qui est impressionnant dans l'histoire de l'Algérie, c'est que grosso modo, on parle de l'homme préhistorique, et puis on passe, pour simplifier, à la conquête arabe, on passe par la conquête romaine, puis la conquête arabe, puis l'émir Abdelkader, et puis la naissance de l'Algérie. Alors je vois effectivement une démarche coloniale encore, puisque nous sommes en 2015, c'était 2013, on voit une démarche coloniale qui consiste à nier l'existence d'un peuple, d'un territoire qu'on a conquis. Bon, c'est une démarche logique, dans le fond, même si c'est 50 ans après l'indépendance. Alors, je reviens à octobre 88. Octobre 88, ce qui était frappant, c'est que la réaction du pouvoir et la réaction du fils a été similaire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 88? Peu importe, octobre 88 fut manipulé, ou que ce soit une genèse spontanée, enfin peu importe. La réaction, ça a été la sidération, c'est-à-dire l'effarement d'une élite dirigeante face tout d'un coup à l'éclosion, non seulement de la classe moyenne, mais d'une élite représentative de la classe moyenne qui réclamait quoi? Qui réclamait la citoyenneté. Or, la citoyenneté, c'est une destruction du système, parce que le système est construit sur la suggestion et non pas sur la citoyenneté. Et pour le fils, il est apparu aussi que tout d'un coup, la construction de la citoyenneté allait à l'encontre de son projet sociétal. Et quel est le lien entre cette réaction de 88 et
ce résumé de l'histoire algérienne en une page de la part de l'Assemblée nationale française. C'est que il faut bien se rendre compte qu'en 1830, quand les Français sont rentrés en Algérie, d'abord ils ont pu rentrer parce que d'abord ils étaient développés, et nous on était déjà très très sous-développés, mais aussi, il ne faut pas oublier la démographie, ils étaient 30 millions en France, on était 3 millions en Algérie ou 6 millions selon les chiffres les plus élevés, pour un territoire qui reste le même. Hein. Bon, donc vous pouvez imaginer que déjà démographiquement on pouvait pas faire face. Et pourtant, le travail des Français a été la destruction systématique de la mémoire, des lieux de mémoire, des instruments de la mémoire. Toutes les bibliothèques qu'ils ont pu, qu'ils ont pu conquérir, enfin le mot n'est pas juste, ont été détruites, brûlées, etc. Même pas remises au fond documentaire des chercheurs français. Les plus beaux bâtiments ont été violés. Ça c'est, je veux dire, c'est pas une invention de ma part. Quand on lit le vieil Alger, c'est en fait une association qui est apparue au tournant du 18e, 19e siècle et qui a surtout été vivace au moment du centenaire. Il se trouve qu'au moment du centenaire, les Français ont plus fait pour rendre hommage à l'Algérie ancienne qu'ils avaient détruite qu'après ou qu'avant d'ailleurs. Donc, cette destruction systématique, quel est le sens de cette destruction systématique? C'est que pour soumettre un peuple, il faut lui enlever sa mémoire, son histoire, il faut lui enlever ce qui le rattache à un récit et ce qui le rattache à un territoire et encore plus à un terroir. Alors pourquoi octobre 88? Parce que il faut analyser le mouvement d'octobre 88, le mouvement des révolutions arabes, dans le sens de l'histoire sur la longue durée. Et on se rend compte que dans l'histoire sur la longue durée, il y a une lutte implacable entre ce qu'on appelle aujourd'hui, je vais l'appeler moi l'ultra-capital, c'est-à-dire la volonté d'avoir un gouvernement du monde, et ce qui est désigné aujourd'hui par les BRICS, en tout cas cette conception qui a toujours existé depuis 1870 pour parler de l'histoire européenne, qui considère que même l'union du monde doit se faire par l'ensemble des pays et non pas par la fusion des pays. Alors la fusion des pays telle qu'elle est perçue par beaucoup, enfin l'ultra-capital, la démarche de l'ultra-capital, c'est la destruction des identités de territoires, des identités de peuples, des identités de communautés, pour pouvoir obtenir des populations mobiles, précarisées, aptes à subir toutes les suggestions possibles et imaginables. Parce que la construction de ce monde suppose bien évidemment, aujourd'hui on est dans des délires, on a la chance d'avoir deux architectes, mais moi j'ai lu comment on a conçu l'idée de construire un pays pour les fameux 1% qui dirigent le monde, qui est au milieu du Pacifique. Cette idée est venue du fait qu'on a constaté qu'il y a un 6e continent qui est un continent de plastique, et on s'est dit, bon, on peut construire un pays pour accueillir les riches, et on va parquer les autres, soit dans des parcs touristiques comme la France, soit dans des parcs qui vont avoir des spécialités différentes dans le monde. On peut imaginer que le parc algérien, c'est un parc de mercenaires dont on aura besoin demain pour tout simplement mettre de l'ordre en Afrique ou dans le monde arabe, puisque nous-mêmes, nous désignons à ces nouveaux dirigeants comme ayant la seule aptitude de manier peut-être des armes. Bon. Alors, si je dois m'arrêter, tu me dis. Hein. Donc, pour vous dire que mon rêve à moi, c'est de passer de cette période où nous sommes encore dans la gestion déléguée, c'est-à-dire qu'il faut bien, en tous les cas c'est mon point de vue, il faut bien admettre que l'indépendance, ce n'est pas l'indépendance telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, c'est le passage de la gestion directe par les puissances coloniales à une gestion indirecte. On n'est pas encore dans l'indépendance. Ce qui se présente à nous, c'est un choix qui est simple, où on construit une indépendance, et cela est tout à fait possible malgré le mouvement du monde aujourd'hui qui considère que la notion de pays n'a pas de sens, et cette construction est possible, ou alors, si on ne construit pas cet environnement qui nous permet d'exister, eh ben on sera dans la suggestion. Donc, alors, pour revenir un peu à cette idée de mythe, alors, il faut bien comprendre que
la mise en scène en Algérie, qu'on retrouve un peu dans tous les pays, n'est pas une mise en scène qui découle tout simplement de la haine de soi. Il est clair que la caractéristique principale aujourd'hui de l'Algérien, c'est la haine de soi. Mais la haine de soi a été construite depuis 62. Elle n'existait pas avant. Avant, on apprenait petit à petit d'abord à se considérer comme Algérien. Ce n'était pas une évidence. Et puis à s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'à ma génération, on a fait plus de mariages mixtes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens se marient de plus en plus dans le village. C'est quand même impressionnant. Alors que dans ma génération, c'était un peu haïb de se marier dans le village. C'est parce que on a petit à petit, avec l'indépendance, construit la haine de soi, c'est-à-dire la haine de l'autre. La haine de l'autre est toujours le reflet de la haine de soi. Donc, à quoi cela est dû? Cette construction de la haine de soi, elle est due à l'illégitimité de la construction politique de notre pays. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet, mais il faut bien comprendre que pour construire un récit national, il faut avoir une élite légitime et légitimée par la population. C'est la seule qui peut proposer une construction, qui peut proposer un mythe, qui peut proposer l'écriture de l'histoire. L'écriture de l'histoire, ça n'existe pas dans l'objectivité, mais l'écriture de l'histoire, c'est de l'amour qu'on met dans une capacité de lire ce qui s'est passé dans le passé. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ne connaisse pas Massinissa, il n'est pas normal qu'on ne comprenne pas pourquoi Massinissa a été aussi important. Parce que si on comprend pourquoi Massinissa a été à ce point positif et pourquoi Yugurta n'a pas été à ce point positif, on peut peut-être comprendre quelques-uns de nos mécanismes. Massinissa, il a fait ce que j'ai appelé moi l'identité, c'est la construction de soi. Massinissa a construit un pays, c'est-à-dire qu'il a réfléchi, il a compris que la faiblesse de Tamazra à l'époque, ou du monde berbère à l'époque, c'était l'absence de cité, l'absence d'agglomération, au sens où on met beaucoup de gens ensemble, et le fait que le nomadisme ne pouvait pas servir à faire face aux défis du moment. Donc il s'est arrangé pour sédentariser au moins la moitié de la population de l'époque. C'est ce qui explique en grande partie, tout d'un coup, qu'il a eu les moyens de faire face et à Carthage et à l'Empire romain, ce qui n'était pas rien. Et ça veut dire qu'il n'a non seulement fait face, mais il a pu construire quelque chose. Donc, pourquoi n'étudie pas Massinissa aujourd'hui? Pourquoi n'étudie pas tant notre histoire? Alors, moi j'ai ramené avec moi un livre qui s'appelle « Histoire de l'Algérie médiévale ». Il date d'il y a quelques mois. C'est Wizard Taqafa, je sais pas, ça doit être une des trucs, Tapampion, Alger Capital, je sais pas quoi, ENAG, donc c'est un éditeur public. Alors l'histoire de l'Algérie médiévale, ça veut dire l'histoire de l'Algérie musulmane. Premier chapitre d'histoire, le seul écrit par un Algérien. Je vous dirai pas son nom, hein, quand même. Mais cet Algérien vient de l'université l'Amir Abdelkader. Alors, premier chapitre, qui s'intitule comment? Un territoire divisé, les anti-califes sunnites. C'est-à-dire que les Ibadites et les... tout à l'heure on en parlait, les Fatimides, c'est pas une histoire positive, c'est une histoire anti-sunnite algérienne. C'est-à-dire que dès le départ, il nous dit, attention, ceux-là, c'est pas des bons musulmans. Donc, vous voyez, c'est la déconstruction du mythe national et c'est la mise en scène de la haine de l'autre, c'est-à-dire la haine de soi. Donc la construction d'un récit national est importante. Tant que chaque Algérien n'est pas fier d'avoir été chiite, tant que chaque Algérien n'est pas fier d'avoir été juif, chrétien, d'avoir été même vandale, on ne pourra pas aller loin dans ce pays. Je ne parle même pas des Ibadites parce que, évidemment, vous allez dire, ils défendent ça a été le sang clocher. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, quand on parle, par exemple, des Mozabites, on parle comme s'il s'agissait d'étrangers, d'étranges étrangers. On ne se sent pas dans la fraternité, ils ne sont pas comme nous. Il est vrai que quand ils meurent, à la balle qu'ils ne sont pas comme les autres, leurs oreilles s'allongent et puis ils ont des pieds en forme de bouc. C'est ce qu'on racontait quand on était petit à l'école primaire. Donc, quand on arrive à cette situation où on parle d'une partie de soi comme étant d'un folklore, c'est-à-dire quand on parle du Kabyle, on a une vision folklorique. Quand on parle du Touareg, c'est plus que folklorique, c'est-à-dire que quand on est du Nord,
Eh bien, quand on parle du Touareg, c'est très exotique. Hein. C'est pas soi-même. Donc, quand on arrive dans cette situation, ça veut dire qu'on est mûr. On est mûr pour n'importe quel aventurisme. Ce que disait Malik Ben Nabi, on ne se fait pas coloniser si on n'est pas colonisable, est d'autant plus vrai maintenant parce qu'on est dans une situation beaucoup plus grave. Et je voudrais vous le dire, et terminer là-dessus, pour cette introduction, quand on a un territoire aussi vaste que l'Algérie, quand on sait que le désert n'est pas du désert, le désert c'est un stock de terre et c'est un stock d'eau. Ça veut dire que le désert deviendra, le jour où on se mettra à bosser, le désert deviendra notre grenier à blé. Si nous on ne s'en occupe pas, d'autres viendront s'en occuper. Parce qu'il n'est pas normal que les Indiens et les Chinois soient sur des territoires aussi petits l'un sur l'autre, alors que nous avons des territoires aussi grands que nous n'occupons pas. Or, pour les occuper, il faut qu'on existe comme nation, il faut qu'on existe comme patrie. Moi, je suis contre le nationalisme et les traditions trop étroites. Il faut qu'on s'aime, et pour s'aimer tous ensemble, pour repeupler ce pays, il faut qu'on se remette national. Je vous remercie.